Jules, bienvenue. Merci. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour la chaîne Autrement. On se retrouve en plus à la Gaîté Lyrique ici à Paris. Donc merci à eux pour l'accueil et surtout à Imagine 2050 aussi avec qui tu as collaboré, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui a rendu tout ça possible en fait pour nous. Donc je suis trop content d'être ici avec toi à Paris et peut-être pour te présenter aux personnes qui te connaissent pas, tu as un sacré parcours, tu as fait un bachelier en management et développement durable avec un master en écologie politique. Après, tu as travaillé pour l'ADEME, donc c'est l'Agence de la transition écologique en France, et tu as collaboré à plein d'initiatives pour accélérer globalement la transition écologique. Et en 2023, tu t'es lancé en tant que conférencier, tu as fait pas mal de recherches. Pour la petite anecdote, moi je t'ai découvert aussi en faisant des petites recherches sur les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Et tu étais vraiment une des personnes phares pour moi que j'ai utilisées pour créer mon cours, donc je suis trop content de t'avoir en face de moi. Bienvenue, et puis est-ce qu'il y a peut-être autre chose qui te définit que ton parcours professionnel ? Merci pour l'invitation, c'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir échanger aujourd'hui. Je me dirais que je suis vivant, quelqu'un qui essaye d'être pleinement vivant, c'est-à-dire être sensible au chant des oiseaux, au coucher de soleil, à une forêt, à un paysage de montagne. C'est vraiment pour moi ce qui permet de saisir toute la richesse de la vie. Et donc j'essaye au quotidien de me sentir vivant et d'œuvrer en faveur du vivant. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire, notamment à travers le prisme du récit, de l'imaginaire, d'essayer de questionner ces sujets-là pour voir comment justement on peut nous relier un peu plus à ce qui nous fait. Donc tu dirais que c'est un peu ça qui te motive au final au quotidien, c'est de te reconnecter en tant que personne, au final en tant qu'être humain, et puis de te dire, bon, c'est chouette d'être en vie, c'est chouette de ressentir tout ça, il y a des problèmes, du coup je vais quand même essayer d'utiliser ça pour avoir un impact via mon travail aussi, quoi. C'est ça, tout à fait, ouais. Du coup, tu as travaillé pendant à peu près 2 ans pour l'ADEME. Comment ça s'est passé un petit peu ? Tu peux nous en expliquer un petit peu davantage sur ton travail et comment ça s'est passé avec eux ? Bien sûr, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Ils accompagnent les collectivités, les entreprises, les citoyens pour engager la transition en France, donc sur tous les territoires. Et ça fait plusieurs années qu'ils s'intéressent au prisme de la culture, essayer de renouveler les représentations de l'écologie pour accélérer cette transition, qui est une transition pas seulement écologique, mais systémique. Et donc, qui dit transition systémique, c'est aussi un enjeu culturel. Et donc, je les ai accompagnés pour voir un peu ce qu'ils avaient soutenu comme projet aujourd'hui et ce vers quoi ils pourraient aller aussi dans les prochaines années. Et l'idée, c'est de voir qu'il y a pas mal de projets dans le milieu de la culture, mais aussi avec les territoires qui sont menés. Et voilà, il y a pas mal d'actions. On pourra peut-être y revenir ensuite dans la discussion, mais qui sont intéressantes et qui permettent justement, parfois pour certaines personnes, de se saisir de ces enjeux, de les impliquer sur les enjeux de transition d'une manière différente et dans un mouvement assez enthousiasmant. Mais du coup, en gros, si je comprends bien, l'ADEME, ils font un peu plein de choses, mais là, avec toi, vous avez fait un rapport. Comment ça s'est passé en réalité ? Ils sont venus te chercher ? Ça a été l'inverse ? Oui, il y avait justement un des livrables, on va dire, de cet accompagnement-là qui a débouché sur un rapport qui est accessible sur la librairie en ligne de l'ADEME. Et il s'appelle « Mobiliser la société à travers le prisme de l'imaginaire ». Et l'idée, c'est de revenir un peu sur les enjeux théoriques autour de ces questions. Donc, pourquoi l'imaginaire est au fondement de nos sociétés humaines, quelles sont les fonctions du récit, pourquoi on a besoin de questionner nos récits actuels et les renouveler. Ouais. Et l'idée aussi, c'est d'explorer les différents acteurs de l'imaginaire. J'aime bien les appeler les imaginacteurs. Et donc, à travers des entretiens avec des chercheurs et chercheuses, avec des spécialistes ou des pionnières du sujet, on a essayé de voir qui avait le plus d'influence dans la société à l'heure actuelle et qui avait vraiment envie d'agir sur ces questions-là. Donc ça débouche ensuite sur différents modes d'action qui permettent de justement mobiliser l'ensemble de la société à travers ces dimensions-là. Et je vais te poser une question pas facile.
Tu peux nous donner un peu les grandes lignes, justement, sans peut-être trop spoiler nos auditeurs, auditrices, mais plus globalement, parce que tu parles de ces différents acteurs. Moi, j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est eux qu'on doit inviter, c'est ces personnes, ces chercheurs et chercheuses dont tu parles, mais sans trop spoiler le rapport. Est-ce qu'il y a quand même, dans des grandes lignes, qu'est-ce que tu en retiens ou qu'est-ce qu'une personne pourrait en retenir ou avoir envie de le lire? D'abord, au fondement, en fait, c'est de revenir sur le rôle de l'imaginaire, parce qu'on le voit souvent au sens culturel, au sens des fictions, des films, des séries, des romans qu'on va pouvoir regarder. Et c'est ça en partie, mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'invisible qui s'est matérialisé dans tout notre quotidien, que ce soit dans les territoires, dans l'aménagement des territoires, dans la structure des entreprises, dans notre école. Et juste pour prendre un exemple, l'imaginaire de la compétition, par exemple, on peut le retrouver dans plein d'intrigues de films, mais on va aussi le retrouver dans tous les aspects de notre quotidien. Ouais. Que ce soit dans l'entreprise, où on doit être compétitif sur le marché, que ce soit dans l'école, où on doit répondre à des concours pour obtenir parfois accès à une école. Ouais. Ça peut être aussi dans l'aménagement des espaces verts, où on va être dans une forme de compétition avec la nature. Et en fait, on se rend compte que l'imaginaire, c'est à la fois dans les contenus culturels, mais c'est aussi dans tout ce qui nous fait dans la vie de tous les jours. Et dans ce sens-là, c'est intéressant de se dire, si on veut questionner l'imaginaire dominant et les récits de société auxquels on adhère, et on voit la limite de plusieurs récits, et peut-être qu'on aura le temps d'en parler de certains, mais pour en citer juste quelques-uns, on peut penser à l'ultra-consumérisme, je parlais de la compétition, il y a aussi cette pensée du technosolutionnisme. Ces récits nous imprègnent, et donc on voit les limites aujourd'hui de ces récits, et on voit aussi le besoin de les renouveler. Mais du coup, si on veut, par exemple, face à la compétition, plus d'entraide et d'altruisme, on voit bien qu'il ne faut pas seulement agir avec la culture, mais également avec les acteurs des territoires, avec les designers qui vont pouvoir matérialiser l'imaginaire à travers des objets, des services, avec des entreprises qui vont produire des produits ou des usages plus vertueux, plus écologiques. Et donc c'est une des principales idées, c'est de voir que l'imaginaire, c'est aussi du concret et qu'il s'agit de créer des interrelations entre des acteurs du monde culturel, artistique, et des acteurs auxquels on penserait peut-être moins au premier abord, que sont les collectivités, que sont les acteurs de l'éducation ou les designers, par exemple. J'aime bien tes exemples plus concrets, justement, et peut-être parfois un petit peu moins abstraits que peuvent être, comme tu citais, la culture et tout. Si tu es dans un ascenseur aujourd'hui et que quelqu'un te dit « Ah, je t'ai déjà vu, tu travailles sur les nouveaux imaginaires ou les nouveaux récits », comment tu résumes ça en une phrase ou 30 secondes si tu as le temps de... Tu connais le elevator pitch, tu vois, quand tu... Ouais. Ah, voilà. C'est de dire qu'on est façonné par des récits auxquels on a adhéré, et le récit, ça a un rôle hyper important en tant qu'humanité, et aujourd'hui, il nous emmène dans le mauvais sens. Donc on voit les limites, on est hors sol, on est vraiment hors sol. Et donc l'idée, c'est vraiment de les questionner, et non seulement les questionner, mais de les matérialiser pour faire en sorte que ça soit tangible pour les gens et que ce soit pas juste des projections d'un avenir souhaitable, ce qui est nécessaire pour se projeter, mais que ça coïncide en fait avec des projets d'écolieux à côté de chez nous, de tiers-lieux peut-être en ville. Donc ça peut être des recycleries, ça peut être des endroits où on va réparer nos vélos ensemble. Voilà, il y a plein de lieux comme ça, des jardins en permaculture, qui vont incarner une vision d'un modèle de société plus soutenable et plus solidaire. Et en ce sens-là, je pense que c'est intéressant du coup de fédérer ces différentes dimensions. Pas mal. Bon, on a monté quoi, 7-6 étages là. Tu parles aussi dans ton rapport d'une mise en récit par rapport à cette transition écologique. Est-ce que c'est ce dont quoi tu viens de me parler ou est-ce que c'est quelque chose d'autre, ça ? La mise en récit, la mise en récit des enjeux de transition, ça va être justement d'utiliser le levier narratif pour aborder les différents enjeux de transition d'une manière plus émotionnelle, plus sensible peut-être que seulement les statistiques, les rapports chiffrés qu'on a eus pendant des dizaines d'années et qui ont servi pour mobiliser une partie de la population, mais qui montrent leurs limites pour toucher profondément dans les corps et les cœurs les personnes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de
par rapport à ça, essayer donc de déjà prendre conscience du rôle du récit en tant qu'humanité, parce que je l'ai beaucoup évoqué, mais le récit mythique, c'est ce qui permet de donner du sens au monde. Pour les sociétés mythiques, ça permet d'entretenir aussi un lien avec l'environnement, avec le milieu dans lequel on évolue, et de coopérer ensemble. Mais à travers le temps, à travers les différentes manières d'incarner le récit, notamment avec l'écriture, avec la tragédie grecque pendant l'Antiquité, on se rend compte qu'il y a une forme de dissociation dans le rôle du récit. Avant, on était vraiment acteur du mythe, on le réitérait notamment à travers des rituels, des moments particuliers de l'année, et on était en quelque sorte acteur. Et puis, on voit progressivement qu'il y a une séparation et qu'on devient plus spectateur. Par exemple, on va regarder une pièce de théâtre, on se projette à travers les personnages, mais on est comme dissocié. Et ça a été extrapolé ces dernières années avec les nouvelles manières de communiquer, avec la publicité, avec les contenus sur les plateformes de streaming qui foisonnent. Et on est dans une position plus de consommateur d'images et d'imaginaires et de récits. Et l'idée, ça serait aussi de questionner ce rapport à l'imagination. Quelle est ma place dans le récit ? Et aujourd'hui, c'est une petite poignée de créateurs qui diffusent leur vision à la société. Et l'idée, c'est de comment on se réapproprie ces récits en tant que citoyen et comment on participe à cet élan pour qu'on fasse récit collectif, tout en sachant qu'il y a une diversité d'aspirations et qu'on ne peut pas vouloir créer un récit commun, monolithique. Et universel pour tous les humains de la planète, quoi. C'est hyper intéressant. Je trouve que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, je ne saurais plus le dire où, mais ça m'avait marqué. C'était justement cette idée, en fait, de faire participer les gens à cette transition. J'ai l'impression que beaucoup des messages, donc potentiellement des récits qui sont transférés aujourd'hui envers la population, au sens large, ça peut venir des politiques, ça peut venir des entreprises, ça peut venir de créateurs de contenu engagés, peu importe. C'est allez, faites ci, faites ça, etc. Tu vois, c'est fort dans un sens, comme tu disais. Là où, à l'inverse, je trouve que ce serait hyper intéressant d'en gros redonner un peu un pouvoir de mise en récit aux personnes, si je comprends bien ce que ça veut dire, et du coup de leur permettre en fait de eux-mêmes créer ces nouveaux récits, de eux-mêmes faire partie de cette histoire. Et je rebondirais aussi sur la fin de ce que tu disais, que je trouvais hyper intéressante aussi, c'est ne pas vouloir imposer un récit, surtout si nous, on est par exemple deux hommes blancs en train de parler, et d'imposer notre récit à des Africains, des Américains ou des personnes d'Asie, par exemple. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. Et là-dessus, en plus, il y a une vraie dérive qu'il faut essayer d'éviter. C'est ce que je caractérise un peu comme du narrative washing. Ça s'inscrit en fait dans une logique de greenwashing. C'est l'éco-blanchiment par les récits. Et c'est cette idée qu'en fait, on va pouvoir se réapproprier parfois certains récits qui sont séduisants, des récits de sobriété, des récits de régénération, des récits de permaculture, de low-tech. Et on voit qu'il y a des publicitaires, par exemple, ou d'autres organisations, d'autres personnalités politiques qui vont parfois vouloir s'approprier certains éléments de ces récits et se positionner en tant qu'acteur de la régénération, par exemple, mais en parlant seulement d'une facette de la régénération, ou alors pour valoriser un seul produit de toute une gamme qui est encore profondément insuffisante par rapport aux enjeux. Et du coup, on comprend le problème quand on va vouloir positionner en tant qu'entreprise régénérative, alors qu'au final, le modèle d'affaires derrière n'est pas totalement en phase avec les enjeux planétaires. On se rend compte que ça peut induire en erreur les consommateurs et que c'est un frein au final à la transition, comme peut l'être le greenwashing. Et donc c'est important dans ce sens-là pour éviter la mise en récit qui serait descendante et qui pourrait être instrumentalisée, de donner plus de puissance aux citoyens. Et il y a plusieurs territoires justement qui ont réussi à impliquer les habitants de ces villes et villages à travers des mises en récit. Je pense notamment à Maloney, qui est un territoire en Seine-Maritime qui a exploré en fait la transition d'abord par le prisme de la transition énergétique, puis engagé une transition globale. Et ils ont réussi à impliquer les habitants, à créer aussi une BD pour montrer les premiers pas vertueux de certains des habitants qui
aller vers de l'autoconsommation énergétique ou qui créent un jardin favorable à la biodiversité ou qui s'engageaient dans leur travail à plus de responsabilités pour l'environnement. Et on voit qu'en fait, à travers ce contenu culturel, ça a permis aussi de voir que peut-être que si mon voisin l'a fait, pourquoi pas moi. Et aussi en investissant la place publique, en mettant en scène aussi, par exemple, des panneaux solaires sur l'église ou une fleur solaire sur la place de la ville, on voit que là, ça s'est matérialisé et que tous les jours, ils ont l'occasion d'y repenser et de se dire ça fait sens pour moi, on s'engage collectivement. Donc ça, c'est une des manières, à mon sens, d'éviter les écueils de la mise en récit, qui est un moyen utile à la transition, mais qui ne doit pas devenir une finalité, à mon sens. Donc c'est comme ça, à ton sens, qu'on motive les gens? C'est-à-dire on les fait essayer, on les fait adhérer, on leur impose pas le truc et on les laisse essayer, quoi, c'est ça? Mais je peux prendre un autre exemple sur un écolieu qui me parle beaucoup, où je suis allé en immersion, c'est le campus de la transition, qui est situé pas très loin de Paris, qui est un ancien château qui a été rénové et qui est à la fois un écolieu et un centre de recherche et de formation sur les enjeux environnementaux. Et c'est hyper intéressant de voir que les groupes qui vont se former là-bas, que ce soit des écoles de commerce, que ce soit des élus, que ce soit des entrepreneurs, ils vont pouvoir faire l'expérience d'un imaginaire, justement. Ils vont pouvoir goûter des repas végétariens, se promener dans un jardin en permaculture ou même une forêt comestible, pouvoir essayer des toilettes sèches si on n'a jamais essayé, une douche solaire, et voir que tout ça, en fait, c'est pas si désagréable, et au contraire, ça peut même créer de la joie et faire sens pour les personnes. Et il y a beaucoup de ces personnes, justement, qui vont au contact de ces lieux, qui changent, qui reviennent transformés par rapport à ça, et qui se disent, un repas végétarien, en fait, ça peut être très délicieux, et j'y avais jamais pensé, c'était pas du tout l'image que je me faisais du végétarisme ou de l'écologie, mais là on voit bien que derrière il y a bien un récit qui a permis de donner naissance à ce lieu, qui permet aussi d'apporter une touche sensible et de faire l'expérience aux personnes qui s'y rendent. C'est rigolo parce que tout à l'heure en off on parlait un petit peu de ce fameux European Forum Albach où j'avais participé cet été, qui a lieu en Autriche. Et là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer Luisa Neubar, qui est une des activistes les plus connues en Europe, une activiste allemande. Et à un moment, je lui ai posé une question à la fin, parce qu'on avait une petite session hyper intimiste ensemble. Et d'ailleurs, elle a parlé de la question des récits, où j'étais trop content. Et en fait, à la fin, je lui pose une question, et je lui dis, mais comment tu fais pour tenir le coup, quoi? Parce que tu sais, ces activistes qui sont parfois confrontés à énormément de haine, énormément de réticence et tout. Et elle me parlait de la joie. Elle me parlait de la joie qu'elle remettait dans son travail, et c'est marrant parce que tu mentionnais ça, et j'ai eu la chance aussi déjà d'accueillir presque une vingtaine d'épisodes ici sur cette chaîne, et énormément de gens m'ont dit qu'en fait depuis qu'ils ou elles travaillent sur ces thématiques, ils ressentent beaucoup de joie en fait, parce que ça peut être un réalignement avec nos valeurs, ça peut être comprendre que ces modes de vie sont pas en fait des modes de vie où on va perdre plein de choses, mais on va pouvoir peut-être conserver, voire gagner de nouvelles choses. Et j'aime beaucoup cette notion. Pour moi, dans la question de nouveaux récits, c'est essentiel aussi, cette question de la joie. Bien sûr, y a un philosophe qui me parle énormément, c'est Spinoza, qui parle en termes de trajectoire. Et il nous explique qu'il y a des passions tristes et des passions joyeuses. En fait, ce qui fait joie est souvent un bon indicateur aussi de ce qui fait sens. Et donc, c'est vrai que quand on est dans l'incarnation, quand on s'active sur ces sujets-là, c'est vraiment une source de joie profonde et d'accomplissement. Mais c'est tout ça, l'enjeu de la transition culturelle, c'est vraiment de montrer tout ce qu'on a gagné, de rendre visible ce qui est invisible. On peut penser par exemple au monde souterrain des forêts, où en fait on découvre qu'il y a plein d'entraide et que ce n'était pas le lieu de la compétition comme on croyait. Et donc ça, c'est les acteurs culturels, c'est les journalistes, c'est les créateurs de contenu sur Internet qui peuvent nous aider à le rendre visible aussi dans notre quotidien. Ouais, complètement. C'est notamment l'histoire du mycélium, si je ne me trompe pas. C'est complètement dingue. Moi, quand j'ai vu Avatar à l'époque, je pensais qu'on était sur un truc extraterrestre. En fait, ça marche comme ça. Je pense que pas mal de gens ignorent le fonctionnement des forêts. Je lis pour l'instant un livre sur les arbres, justement, et j'apprends plein de trucs. C'est extraordinaire. Je pense aussi à Think Elders, qui est une petite entreprise en Belgique, qui travaille sur du Future Vision Thinking et qui s'aide et qui se réapproprie des éléments de la nature pour le design et justement rendre tout ça attractif. Je trouve ça vraiment passionnant.
Et toi, tu travailles aussi, en fait, finalement, donc tu es conférencier, si je ne me trompe pas. Donc tu travailles aussi en tant que communicant, tu essayes de communiquer plus largement ces idées. Comment tu t'y prends? Comment tu penses qu'aujourd'hui, que ce soit des personnes comme toi et moi, ou alors des entreprises, peuvent véritablement faire de la communication responsable? Oui, pour aller vers la communication responsable, c'est vraiment important d'essayer d'avoir un alignement entre le fond et la forme, donc la manière dont ça va être diffusé. Mhm. Mais d'ailleurs, d'abord dans le fond, on va, admettons une entreprise qui met sur le marché un produit plus responsable. L'idée, c'est vraiment d'engager une transformation systémique en fait de l'organisation et pas seulement s'appuyer sur un seul produit, mais vraiment avoir cette démarche globale, même questionner le modèle d'affaires pour que ça repose plus forcément sur Mhm. la vente en volume, mais aussi pour proposer potentiellement des services, faire en sorte qu'en fait le produit soit juste un produit dérivé de la mission de l'entreprise qui contribue à rendre le monde plus habitable, à essayer d'aller vers des modes de vie plus soutenables. Et une fois qu'on a un produit ou un service qui essaye d'aller vers ça, on peut justement contribuer dans la manière dont on va l'évoquer à renouveler les représentations, à rendre Mhm. désirables, sexy certaines pratiques. Et puis de l'autre côté, il y a aussi la manière dont il va être amené ce message. Et c'est important du coup d'essayer d'éco-concevoir au plus les supports de communication et même aller dans des choses un peu plus subversives comme le bouche à oreille, pourquoi pas en fait aller essayer de casser les codes et de ne pas reposer tout sur le numérique et Mhm. essayer d'explorer ce genre de communication. Et là, c'est une expérience chez Enercop, là où j'ai fait mes tout débuts, qui est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable. C'est une coopérative citoyenne Mhm. et il reposait beaucoup justement sur cette communication de bouche à oreille. Et là, pour le coup, peut-être que la portée, elle est un peu moins grande, Mhm. mais ça transforme les gens aussi de pouvoir avoir un contact direct Mhm. avec quelqu'un qui est content de ce genre de prestations. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un peu voilà, d'essayer d'allier les deux dans la communication. Yes, bah, si je fais un peu le parallèle, c'est un petit peu ce que je ressens aussi dans les cours ou peut-être les ateliers que je donne. En fait, on vise la qualité plutôt que la quantité. Et je pense que c'est essentiel quand il en vient à parler de ces enjeux. Mais toi, donc, tu as créé un premier rapport, mais tu as écrit aussi un deuxième rapport pour l'ADEME qui vient de sortir, Mm. si je me trompe pas, qui s'appelle Mobiliser la société au travers du prisme de l'imaginaire. Est-ce qu'il y a des nouveautés depuis la dernière fois, ou est-ce que ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'était déjà en fait un mix des deux rapports que tu as eu l'occasion de faire? Bah, le rapport là, mobiliser la société à travers le prisme de l'imaginaire, c'est vraiment dans la continuité de mon mémoire de recherche que j'avais fait, qui a été publié aussi sur la librairie de l'ADEME Mhm. il y a 2 ans. Et dans ce mémoire-là, j'explorais vraiment de manière globale comment l'imaginaire peut être transformateur. Est-ce qu'on peut réinventer l'imaginaire? On se rend compte que c'est difficile. Là où on peut agir, c'est surtout sur les récits de société, sur Mhm. les lieux qui vont incarner justement la transition, sur les pratiques rituelles qui sont en résonance avec ces récits. Et voilà, je m'intéresse de manière globale et ensuite dans le rapport qui vient de paraître, c'est plus sur qui peut agir et les modes d'action, les ressources qui existent. Donc on expose plusieurs ateliers, plusieurs fresques qui justement peuvent nous aider en tant qu'acteurs culturels ou en tant qu'acteurs de l'imaginaire Mhm. à se saisir en fait de ces enjeux-là, mais aussi de voir qu'il y a plusieurs formations, il y a plusieurs rapports et ressources qui peuvent nous inspirer. Trop bien. Bah, écoute, on mettra tout ça évidemment en description pour les personnes qui veulent aller le lire. Comme tu le sais, peut-être sur cette chaîne, on aime bien proposer à nos intervenants et intervenantes d'inviter quelqu'un d'autre après toi. Alors, ce sera peut-être pas dans ce siège particulièrement à Paris ici, ce sera peut-être à Bruxelles si la personne peut faire le déplacement. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir à ta place? Bah, il y a quelqu'un qui me parle énormément en ce moment, c'est Olivier Hamon, qui travaille sur la notion de robustesse Mhm. et qui est assez médiatisé, puisque en fait, on voit que ça résonne chez les gens. C'est cette idée qu'en fait, il faut questionner le culte de la performance. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est fondé profondément dans toutes nos activités. Mhm. Et donc, il amène plusieurs notions pour questionner voilà, ce culte de la performance et nous montrer comment nos sociétés, nos activités pourraient
tendre vers plus de robustesse en s'inspirant du vivant parce que c'est un biologiste de formation. Donc ça serait hyper intéressant de le voir parler ici. T'as son numéro ou pas? Non. Ok, on va essayer de l'appeler, on verra bien, ou lui envoyer un petit mail. Trop bien, merci pour ça. Et est-ce que tu as encore un petit mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent? Peut-être dire que on parle souvent d'imaginaire, mais en fait, l'imaginaire, c'est aussi ce qu'on incarne au quotidien. Du coup, peut-être qu'on a des activités artistiques, qu'on aime aussi jardiner, qu'on aime faire telle ou telle chose, et que c'est aussi la culture, en fait. Ces activités, c'est ce qui nous façonne. Et d'aller en parler à ses proches, qui sont peut-être pas forcément sensibles à ces enjeux-là, c'est une manière aussi de questionner les récits et de semer des graines dans l'esprit des gens. Donc je dirais qu'il ne faut pas attendre un mouvement des acteurs des grandes plateformes de streaming, des grands réseaux sociaux qui s'engageraient d'un coup sur ces questions-là, mais qu'on a aussi notre part à jouer aussi dans notre métier. Donc, et là, on comprend bien que du coup, en fonction de notre métier, on peut avoir plus ou moins d'influence sur ces récits de société qu'on souhaite questionner. Trop bien. Merci Jules, c'était hyper chouette d'échanger avec toi. Merci. À bientôt.